Merci Héros Série. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Le Cri du Peuple. Alors il se trouve qu'au niveau de l'actualité ivoirienne, elle est suffisamment fournie. Le candidat actuel, en même temps président de la République, est candidat pour un troisième mandat. En réaction, l'opposition a décrété une désobéissance civile. Alors, quelle est la position du Cri du Peuple en tant qu'observateur de la société civile? Donc, je voudrais d'entrée de jeu vous remercier de ce que vous nous offrez, votre média, pour pouvoir distiller notre approche des choses en ce qui concerne l'actualité sociopolitique de notre pays. Effectivement, aujourd'hui, le contexte actuel, le contexte électoral actuel cristallise plus ou moins l'attention de l'opinion nationale et internationale. Et ce qui fait que malheureusement, la situation en elle-même est suffisamment tendue. Et nous pensons qu'en tant qu'acteurs de la société civile, il convient bien évidemment de considérer que la situation ne va pas. Voilà, ça ne va pas et malheureusement nous sentons l'atmosphère crispée au niveau même de la campagne électorale, ce qui bien évidemment démontre que il y a problème en la matière. Voilà, il y a problème et nous avons maintes fois attiré l'attention de l'opinion nationale et internationale sur ce qui allait advenir au cas où un certain nombre de conditions n'étaient pas réunies. Et donc, malheureusement, nous en sommes là. Voilà, nous sommes arrivés au stade où le Conseil constitutionnel a validé les candidatures, a retenu 4 candidats. Nous sommes au stade où la campagne a été lancée. Malheureusement, il n'y a que 2 candidats dans la course et 2 autres qui se sont retirés. Ce que nous pouvons dire, c'est que déjà, une telle fissure démontre que l'atmosphère vraiment ne présage pas d'un horizon assez reluisant. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon non seulement pour nos concitoyens, ce n'est pas bon non seulement aussi pour l'économie du pays, ce n'est pas bon en tout cas pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'à l'état actuel des choses, il faut que nos différents acteurs politiques s'asseyent. Qu'ils s'asseyent pour parler d'une même voix. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections dans un tel climat. Nous ne pouvons pas aller aux élections dans un tel climat. Regardez aujourd'hui, vous-même quand vous le constatez, est-ce que c'est la même ambiance qu'il y avait dans les années antérieures lorsqu'on était dans une campagne électorale? Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Et s'il y a problème, il faut qu'on ait le courage nécessaire, en tout cas pour l'intérêt du peuple ivoirien, qu'on puisse s'asseoir. Que nos politiques puissent s'asseoir et qu'ils puissent mettre au devant l'intérêt suprême du peuple ivoirien. D'accord, parlant des climats et en même temps des problèmes, à ce niveau, il va sans dire qu'on dénombre pas mal de cas de violence. Tout à fait. Il y a les cas de ce qu'on appelle communément les microbes qui agressent. Il y a eu l'intrusion de Louba sur le campus. La gendarmerie nationale a même dénombré près de 50 arrestations à Dabou. Il y a eu beaucoup d'incidents. Alors à ce niveau, le Cri du Peuple, quel commentaire fait le Cri du Peuple de tous ces faits qui malheureusement ternissent le climat électoral actuel? Mais c'est ce que je dis là, c'est-à-dire le Cri du Peuple a toujours fait l'apologie de la non-violence. Pour nous, nous pensons que la politique doit être le cadre de libre-échange, doit être le cadre de la contradiction idéologique par excellence. En aucun cas, la violence ne doit faire intrusion dans le jeu politique. Et c'est la raison pour laquelle nous déplorons toute cette violence. Nous déplorons toute cette violence qui manifestement plonge la Côte d'Ivoire dans une situation assez morose. Que ce soit le cas de décès que nous avons constaté à Dabou et à Bonois lors des affrontements, des différents affrontements entre Bonois et Dabou, entre les forces de l'ordre et les populations qui manifestaient. Nous déplorons cela. Et c'est pour cela que nous profitons de cette occasion pour appeler à l'apaisement. Nous appelons à l'apaisement parce que quoi qu'on dise,
on ne peut pas construire un État dans un climat de belligérance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et aussi, ce qu'on doit comprendre, c'est que le droit de manifester aussi est un droit qui est reconnu par la Constitution. Seulement qu'il faut que les conditions, l'État ou du moins le gouvernement crée les conditions pour que ce droit qui est fondamental là, puisse se manifester clairement en assistant, en encadrant les différentes actions qui se font. Mais c'est aussi le lieu pour nous de réitérer un certain nombre de faits. Il ne faut pas aussi rentrer aussi dans un schéma de civisme. Et là, nous profitons de cette occasion aussi pour attirer l'attention de nos populations. Ça ne sert à rien de brûler des bus, ça ne sert à rien de casser des édifices publics. Nous pensons qu'on peut manifester, qu'on peut exprimer notre ras-le-bol, notre mécontentement face à une situation qui prévaut, mais que cela se fasse dans un climat apaisé, avec vraiment une intention claire et faire preuve aussi de civisme vis-à-vis de tout ce qui peut relever d'édifices publics ou, comment on appelle ça, d'infrastructures publiques. Pour ce qui est, par exemple, du casse des incendies des bus, le ministère des Transports a accusé à avoir perdu des milliards en quelques jours. Tout à fait. Puisque en plus de ces faits, il y a les barrages de route, les transporteurs qui n'arrivent plus à relier les différentes villes. Alors, un commentaire du Cri du Peuple. Mais là, ça plombe l'économie de notre pays. C'est de ça que je parle, ça plombe l'économie de notre pays. Et l'État aussi, le gouvernement doit pouvoir prendre à bras le corps aussi ce problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela que nous appelons à la table de négociation, à la table de discussion. Parce que quand ça se passe comme ça, tout est bloqué. Aujourd'hui, vous, non seulement en plus de ces voies qui sont bloquées, il y a des populations aujourd'hui qui plient bagages, qui cherchent à rentrer dans les villages, qui cherchent à sortir du pays carrément. Et donc, tout ça, c'est des signes prémonitoires. C'est des signes qui démontrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que si on y prête garde dès maintenant, on assistera à quelque chose d'assez tragique à la longue. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Mais la population, le faisant, exprime son ras-le-bol. Certes, ça, nous sommes d'accord. La population exprime son ras-le-bol vis-à-vis d'une situation qui prévaut. Nous, les populations veulent aller à des élections inclusives. Les populations veulent aller à des élections où toutes les parties prenantes peuvent participer pleinement, que ces élections se déroulent dans un cadre assez apaisé. Il y a l'opposition qui émet un certain nombre de revendications relatives à la recomposition de la CEI, à la recomposition aussi du Conseil constitutionnel. Et il y a aussi le pouvoir qui campe sur sa position, qui dit que tout a été réformé et que nous pouvons aller aux élections dans ce contexte. Mais la réalité aussi est tout autre. La réalité est tout autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pensons que pour éviter une crise post-électorale bis à la Côte d'Ivoire, ou bien un contexte électoral assez tragique et dramatique, nous souhaiterons que vraiment toutes les parties prenantes, que ce soit l'opposition, le pouvoir et la société civile, puissent s'asseoir. Il n'y a qu'autour d'une table que nous pouvons vraiment faire asseoir quelque chose d'assez constructif pour le bien-être des Ivoiriens. Très bien. Il y a eu 3 missions, la CEDEAO, l'Union africaine et l'Union européenne, sans oublier l'ONU qui a récemment aussi fait une déclaration relativement à un appel au dialogue, demandant à toutes les parties de faire profil bas et de s'asseoir pour des discussions, pour favoriser un contexte électoral apaisé. Alors, quelle est la lecture que faites-vous de toutes ces 3 missions, à la limite qui se ressemblent? Presque toutes. Effectivement, vous voyez, c'est des organisations internationales qui, mine de rien, je pense, jouent leur rôle pleinement en essayant plus ou moins de s'enquérir de la situation qui prévaut dans notre pays, en envoyant des émissaires pour s'imprégner véritablement de la situation actuelle. Et ces organisations internationales font des recommandations à nos acteurs, à nos différents acteurs politiques, dans le sens de l'apaisement. Et c'est ce que nous disons en tant que société civile, en tant qu'acteurs de la société civile. Nous pensons qu'au-delà de toutes les contradictions, ce qui peut arranger les populations, c'est la paix. Ce qui peut arranger les populations, c'est le cadre du dialogue. Un dialogue inclusif où tout le monde est présent autour d'une table, qu'on n'exclut personne dans ce dialogue-là, dans ce dialogue politique qui sera entamé, ou du moins qui doit être entamé, ou qui est sollicité peut-être par ces organisations-là. Que toutes les parties prenantes soient là
et que ces partis-là se parlent franchement pour qu'ils puissent en sortir, en ressortir quelque chose d'assez homogène, quelque chose d'assez potable pour le bien-être de tout le monde. Donc ces recommandations sont les bienvenues selon nous. Ces recommandations sont les bienvenues, d'autant plus que ces organisations n'ont pas pour mérite de prendre un parti pris. Voilà, donc je pense que le rôle qu'ils ont à jouer est carrément salutaire et nous insistons aussi pour qu'ils puissent s'imprégner davantage et même à la limite assister ce processus-là jusqu'à la fin. Et s'il faut, peut-être, si report il y a, parce que nous estimons qu'au vu de ce contexte, il faut bien évidemment qu'on envisage, en tout cas, d'ajourner les élections pour que les gens puissent se parler, pour qu'on puisse se parler franchement, pour que les fils et filles de la Côte d'Ivoire puissent se parler franchement. Et donc, alors, voilà. Concernant ces institutions internationales, alors il y a une frange de l'opinion qui attend d'elles des moyens coercitifs pour, en quelque sorte, régler la crise ivoirienne. Est-ce votre avis? Des moyens coercitifs. Nous sommes la société civile. Oui. Voilà, nous ne sommes pas là pour prendre parti pris pour un camp au détriment d'un autre camp. Nous, ce que nous voyons et ce que nous jugeons assez nécessaire en l'état actuel des choses, c'est le cadre du dialogue politique. Nous pensons que c'est ce dialogue-là entre l'opposition et le gouvernement, plus la société civile, qui pourra régler les choses. Nous n'attendons pas de ces institutions internationales qu'elles prennent des mesures coercitives. Non, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'appeler à l'apaisement. Notre rôle, c'est de privilégier la paix. Notre rôle, c'est d'envisager, ou du moins proposer un cadre de dialogue pour en tout cas aplanir tous les différends. D'accord. Parlant de dialogue, le gouvernement dit avoir tendu la main aux opposants, notamment aux deux candidats qui ont décliné l'invitation. Vous avez un commentaire de l'attitude de l'opposition vis-à-vis de cette main tendue du pouvoir? Moi, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur l'absence des partis politiques de l'opposition à ce cadre d'échange. Mais l'absence des deux candidats. Les deux candidats, le PDC voilà, ou de leurs représentants. Oui. Mais il en est ressorti de ce cadre d'échange un communiqué. Oui, tout à fait. Voilà, et ce communiqué a été très clair. Donc je pense, pour ma part, que l'opposition est certainement au laboratoire en train d'envisager les recommandations prévues par ce communiqué. Donc nous observons et nous aviserons le moment venu. Mais nous n'avons pas de commentaire particulier à faire sur l'absence des partis politiques d'opposition à cet échange. C'est la bonne attitude de laisser les chaises vides à une telle tribune? Je pense que en tout cas, pour nous qui faisons la promotion, l'apologie du dialogue, ce n'est pas quelque chose d'envisageable. Ce n'est pas aussi quelque chose de recommandable. Voilà, demander un cadre d'échange, un cadre de dialogue, et lorsque cette pêche est tendue, ne pas être là. Mais je pense que l'opposition a ses raisons. Qu'elle a évoqué d'ailleurs. Voilà, ça, nous en tant que société civile, en tant qu'acteurs de la société civile, nous ne pouvons pas penser à leur place, nous ne pouvons pas émettre des points de vue qui vont à contrario de ce qu'ils pensent. Eux seuls savent pourquoi ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont envisagé. Nous, ce que nous disons, nous pensons que ce qui peut régler le problème, c'est un cadre d'un dialogue inclusif, où toutes les parties sont là. C'est à eux de savoir, c'est à eux de justifier pourquoi ils n'ont pas été partie prenante à ces assises. Mais j'ose espérer que c'est pour des questions peut-être qui relèvent de leur programme ou même de leur agenda. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat, je ne vais pas faire de commentaires à ce niveau. Mais je pense que si le pouvoir tend la main à l'opposition, l'opposition doit saisir cette pêche pour poser clairement les problèmes en vue de trouver des solutions idoines. C'est ce que nous pensons. L'opposition a toujours clairement posé ces conditions. Le retrait pur et simple de la candidature du président actuel. Quel commentaire faites-vous de cette position qui reste intangible de l'opposition? Qui reste intangible. Bon, nous n'avons pas à cette condition posée. Bon, je pense qu'à ce niveau, M. Dejono, nous avons été toujours clairs. Le cri du peuple a toujours été clair sur cette position. Le cri du peuple, vous avez les archives, vous avez les vidéos de nos différentes sorties avant que le Conseil constitutionnel ne se prononce sur la validation des différentes candidatures, avant que le débat même de la question du troisième mandat ne soit évoqué. Nous avions interpellé nos dirigeants, nous avons interpellé les différents acteurs de la vie politique ivoirienne pour dire
Et nous-mêmes, nous avons interpellé le chef de l'État lui-même. Nous lui avons dit que nous avions salué sa décision hier de passer la main à une nouvelle génération. Mais aujourd'hui, malgré toutes nos interpellations, la situation est telle. Il est candidat. Sa candidature a été validée par le Conseil constitutionnel. Nous n'avons pas prétention de rentrer dans ce débat. Le débat de fond aujourd'hui, le débat de fond, c'est de faire tout, d'œuvrer, de faire en sorte que nous n'assistions pas à une crise qui puisse endeuiller, encore une fois de plus, notre pays. Le cas de Dabou, par exemple, qui est en train de virer à une crise intercommunautaire. Le cas de Bonois, où chaque jour, on enregistre des morts à cause des affrontements. Bongouanou et pas mal de villes de la Côte d'Ivoire. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. C'est là le vrai débat, c'est là le débat de fond. Maintenant, la question du retrait de sa candidature, je pense à des revendications qui relèvent des partis politiques de l'opposition. Nous sommes de la société civile. Ce que nous faisons, c'est d'interpeller les différents acteurs politiques sur le fait qu'il convient, au-delà des contradictions politiques, de privilégier un cadre de paix, un cadre de cohésion sociale, un cadre où le dialogue peut primer, où le dialogue doit primer. C'est tout ce que nous pouvons. Maintenant, quitte à ce qui se retire pour que les joutes électorales se passent dans des conditions assez trucs, nous pensons qu'à ce niveau-là, tout sera déterminé que lorsque ce cadre d'échange sera créé. Mais il faut que les décisions se prennent de façon consensuelle, de sorte à ce que aucun parti, quand je parle d'aucun parti, c'est-à-dire que ce soit l'opposition, que ce soit le gouvernement ou la société civile, ne soit exclu de ce jeu politique ou de ce débat que nous envisageons, que nous exigeons. D'accord, donc un jeu inclusif, comme vous le dites, mais il se trouve qu'en même temps, les libertés de manifester sont un peu, je veux dire, connaissent beaucoup d'obstacles. La preuve, il y a un décret qui interdit les médecins de rue, sans oublier le lot d'arrestations qui continue de croître. Alors à ce niveau, le cri du peuple, quel commentaire fait-il en fait de cette situation où les libertés démocratiques semblent être plombées? Pour nous qui sommes amoureux de la démocratie, nous n'avons jamais cautionné ce genre d'agissement. Nous avons toujours mis en exergue le cadre d'échange, le dialogue, la paix et la liberté. La liberté sous toutes ses formes, notamment la liberté d'expression, la liberté d'action, la liberté d'opinion. C'est ce qui caractérise notre axe de combat. C'est ce qui caractérise nos différentes actions au sein de notre organisation. Donc nous ne pouvons pas accepter que ce qui constitue le substrat même de la démocratie soit foulé aux pieds. Nous ne pouvons pas accepter que ce qui constitue le fondement même de la démocratie soit bafoué. Et c'est la raison pour laquelle je profite de votre micro pour réitérer ce état de fait. Manifester est un droit qui est reconnu par la Constitution, n'est-ce pas? Et donc, restreindre le champ d'action, ou du moins le champ de déploiement même de la démocratie, c'est carrément antidémocratique. Et à ce niveau, nous condamnons cela. Nous demandons au gouvernement de créer un cadre assez inclusif, de créer un cadre assez démocratique, où les différentes parties peuvent s'exprimer librement, sous la supervision bien évidemment du gouvernement. Et c'est le lieu aussi pour nous de réitérer notre mécontentement face à ces arrestations qui chaque fois sont monnaie courante. Nous ne pouvons pas estimer. On en dénombre plus d'une centaine. Plus d'une centaine. Et ça n'augure pas d'un État démocratique. Parce que dans un État démocratique, je pense que la liberté d'expression est de mise. Donc nous pensons qu'à ce niveau-là, il faut que le gouvernement fasse assez d'efforts pour créer un cadre assez paisible, un cadre d'expression assez ouvert, où chacun aura toute la latitude de poser clairement les problèmes, où chacun aura toute la latitude de manifester plus ou moins son opinion, pour que véritablement chacun de nous puisse gagner, pour que le peuple ivoirien puisse être le seul gagnant
de cette situation. D'accord. Voilà. À la lumière des positions qui semblent être inflexibles de part et d'autre, peut-être l'opposition tout comme celui du pouvoir, est-ce qu'on ne va pas à un scénario 2016 où, en dépit de ce qu'on a connu pour le vote référendaire, le vote a quand même eu lieu? Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas ce scénario qui va se rééditer le 31 octobre, en dépit de la position de l'opposition, que l'élection se tienne et qu'on en arrive encore à un débat de chiffres? Ouais. Notre souhait que nous ne puissions pas arriver à cet état de fait. Parce que si effectivement l'opposition reste campée sur sa position et que le pouvoir aussi campe aussi sur sa position et décide d'aller malgré tout aux élections le 31 octobre, on risque d'assister à une situation assez dramatique. Voilà, parce que même après, rien ne dit qu'après même ces élections du 31 octobre, il n'y aura pas tout de contestation. Et c'est ce que nous voulons éviter à la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous voulons éviter à la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous interpellons le président de la République, le chef de l'État, qui est le garant moral et physique de nos institutions, d'essayer plus ou moins de tenir compte de l'aspiration des populations, de tenir compte de la situation assez tendue du pays et de manifestement créer le cadre pour que les gens se parlent, créer le cadre pour que lui et l'opposition puissent parler d'une même voix afin vraiment d'aplanir les différends. C'est ça notre problème fondamental. Il faut que le chef de l'État tienne compte de ce que tout n'est pas que l'élection. Parce qu'après les élections, la Côte d'Ivoire doit vivre. Après les élections, les Ivoiriens doivent vaquer à les occupations. Après les élections, chacun doit jouer son rôle pleinement. Donc ne faisons pas de la situation actuelle l'apanage de la vie de toute la nation. C'est-à-dire qu'après ça, on ne doit plus vivre. Nous allons vivre. La Côte d'Ivoire doit fonctionner. La Côte d'Ivoire doit toujours fonctionner. Donc, on ne peut pas aussi vivre dans un climat politique sans tenir compte aussi des aspirations de l'opposition. D'accord. À ce niveau, vous emboîtez un temps le pas sur la dernière préoccupation après laquelle nous allons boucler cet entretien. Vous avez des recommandations, vous en avez des faites pour le pouvoir. Est-ce que vous en avez aussi pour l'opposition et la communauté internationale? Nous pensons que ce que nous pouvons faire comme recommandation aux partis politiques de l'opposition, c'est d'accepter un tant soit peu la main tendue à quelque niveau que ce soit du pouvoir, du gouvernement. Parce que quand vous posez des revendications et que les actions suivent, que le pouvoir vous appelle à une table de négociation, c'est que quelque part, il semble tenir compte d'un certain nombre d'aspirations à votre niveau. Donc, ce que nous pouvons dire en tant qu'acteurs de la société civile, c'est que l'opposition aussi essaie plus ou moins de mettre un peu d'eau dans son vin, accepte le cadre d'échange pour pouvoir poser les revendications qu'ils ont à leur actif et amener le gouvernement à, en tout cas, comprendre cet état de fait, à comprendre les revendications, à en tenir compte pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Que l'opposition comprenne cela et aussi que le gouvernement accepte de parler sincèrement. De parler sincèrement avec les partis politiques de l'opposition, avec la société civile, qui s'accordent sur un certain nombre de points. C'est vrai que techniquement, puisque aujourd'hui nous sommes au 24 octobre, on a pratiquement la campagne finie, je crois, le 28, c'est ça? Le 28 ou... Le 30? Non, le 30, pardon, ouais, à la veille, 8, c'est ça? À minuit. À minuit. On a pratiquement combien de jours pour que déjà la campagne soit bouclée? Pratiquement 6 jours. Est-ce que techniquement, si on s'assoit et qu'on essaie plus ou moins d'aplanir les différends, on pourra aller à ces élections du 31 octobre? Si ce n'est pas le cas, si on sait que techniquement ce n'est pas possible, envisageons tout simplement un report éventuel pour qu'on puisse créer le cadre d'une élection assez apaisée, transparente et inclusive. Voilà ce que je voulais vraiment dire à ce sujet. Et profiter de l'occasion pour demander la libération de la camarade Balé Picheri. Je me permets chaque fois que besoin se fait sentir de le faire parce que j'estime que en tant qu'acteur, en tant que membre de la société civile, elle est aujourd'hui détenue pour ses opinions dans les geôles de la Maca. Et donc il nous revient de droit, en tant qu'acteur aussi de la société civile, de demander sa libération au gouvernement. C'est une mère. C'est une activiste, certes, mais c'est aussi une mère. Comprenez, Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, pour l'intérêt suprême de la nation, nous demandons à ce que vous puissiez envisager la libération de la camarade Balé Picheri, qui aujourd'hui est détenue à la Maka, dont les enfants souffrent. Elle est mère, c'est elle qui s'occupait de sa famille. Et donc vraiment, c'est un cri de détresse que nous portons. En plus de la détention, elle a même été virée de son Elle a même été encore licenciée. Ouais, licenciée. Donc vraiment, nous profitons de votre canal pour, en tout cas, faire ce plaidoyer à l'endroit du gouvernement, pour que le gouvernement tienne compte de cela et qu'on puisse envisager sa libération. Il en va de même aussi pour tous ces leaders d'opinion qui sont détenus. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'élection sans tenir compte de ces leaders d'opinion qui sont détenus dans les geôles de la Maka et même peut-être à l'extérieur du pays. C'est le lieu pour nous de demander leur libération pour qu'on crée un cadre assez inclusif où tout le monde aura son point de vue à donner, de sorte à ce que personne ne se sente lésé et qu'on assiste à un climat de paix où les élections se dérouleront dans un cadre assez apaisé dans l'intérêt suprême de la nation. Vos recommandations à la communauté internationale? Mais la communauté internationale, je l'ai dit tout à l'heure, notre souhait, c'est que la communauté internationale ne s'arrête pas à ce niveau. Ne s'arrête pas peut-être au stade de ces différents communiqués que nous avons vus, que nous avons lus. Que la communauté internationale aille plus loin dans le suivi de ce processus électoral. Même si ce processus peut-être a été ajourné après, il faut que la communauté internationale fasse tout pour aller jusqu'au bout, pour éviter une crise sociopolitique à notre pays. Parlant d'aller jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Aller jusqu'au bout? Non, aller jusqu'au bout, si éventuellement les différentes parties s'accordent sur un report de ces élections, pour que ces élections puissent se passer de façon assez inclusive, si éventuellement il y a ce report, que la communauté internationale suive toujours ce processus. Est-ce que vous comprenez? Qu'ils suivent toujours ce processus. Que ces derniers-là, ces derniers ne s'arrêtent pas en si bon chemin au stade de communiquer. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de ce processus électoral. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Voilà. Ok, on vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment.